Je salue l'assistance, je voudrais présenter toutes mes excuses pour la voix qui sera inaudible du fait de mon état de santé qui s'avère précaire. Alors, j'ai la lourde responsabilité de vous entretenir sur le thème de la communicabilité des ordres juridiques internes et internationaux, le cas des États de la CEMAC et de la CEDEAO. À la vérité, la conception absolutiste de l'État est tombée en désuétude au lendemain du second conflit mondial. Pendant longtemps, l'État a toujours été considéré comme celui-là qui dispose de sa souveraineté et ne pouvant s'opposer à aucun autre sur le plan international. Mais avec l'avènement de nouveaux sujets sur la scène internationale, il se trouve que l'État ne dispose plus de ce monopole d'exercice de la compétence de sa compétence, comme l'a dit un auteur, sur la scène internationale. C'est pourquoi il existe désormais une sorte de communicabilité entre le droit interne et le droit constitutionnel. C'est ce qui nous permet de relever l'internationalisation du droit constitutionnel, qui est tantôt perçu comme une influence du droit international sur le droit international, tantôt comme un procédé d'unification ou d'uniformisation du droit, ou alors on verra encore que l'internationalisation s'apparente plutôt à un mécanisme de résolution des crises, voire comme une atteinte à la souveraineté juridique de l'autonomie constitutionnelle des États. Partant de cela, il convient de préciser que la communicabilité ne relève pas d'une notion juridique, sauf qu'une esquisse de définition a été donnée par Max Brunel, selon laquelle la communicabilité est perçue comme la qualité, l'état de ce qui peut être mis en communication. Il s'agit en réalité d'une propriété des normes juridiques à travers laquelle celles-ci peuvent être transmises d'un peuple à l'autre. L'idée d'ordre juridique cache en arrière-plan l'image d'une société organisée, pacifiée et unifiée. L'ordre juridique interne peut être défini comme étant un système de normes rattachées à la puissance publique originaire, tandis que l'ordre public international représente un système de normes reposant sur une pluralité de puissances publiques. L'internationalisation est présentée ici comme étant un phénomène d'interpénétration juridique marqué par l'influence du droit international sur le droit constitutionnel ou sur le droit communautaire des États à travers l'harmonisation des standards internationaux. De ce qui précède, l'on s'interroge sur la question de savoir qu'est-ce qui caractérise l'internationalisation du droit constitutionnel dans les ordres juridiques internes et internationaux, s'agissant des États de la CEMAC et de la CEDEAO. À cette interrogation, il sied pour nous de soutenir l'idée selon laquelle l'internationalisation, dans le cas d'espèce, se caractérise par son aspect Janus. Nous allons démontrer cela à travers, d'une part, la pénétration des normes juridiques internationales dans les constitutions nationales des États d'Afrique noire francophone, et d'autre part, à travers
la relégation du pouvoir constituant à une autorité internationale. S'agissant du premier aspect, c'est-à-dire la pénétration des normes juridiques internationales dans les constitutions nationales des États d'Afrique noire francophone, cela se matérialise par la constitutionnalisation des droits à caractère socio-culturel et la constitutionnalisation des libertés. Nous pouvons le constater à travers l'admission ou l'adhésion de nos constitutions des États d'Afrique noire francophone à des valeurs démocratiques internationales reposant sur les droits et des libertés et sur le plan socio-culturel. On peut citer l'exemple de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 qui précise ce qui suit. Le peuple sénégalais, souverain, proclame le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la nation. À côté de ça, il faut relever une constitutionnalisation à géométrie valable, variable du droit de l'intégration au niveau des États de la CEMA, on peut relever une constitutionnalisation prolixe du droit de l'intégration parce que, à la lecture du préambule des constitutions de ces États, ils affirment solennellement leur attachement, leur volonté de céder une partielle, soit totalement leur territoire pour adhérer aux valeurs communautaires. Alors, pour ce qui est de la constitutionnalisation de l'intégration au niveau de la CEMA, il y a lieu de relever une constitutionnalisation laconique du droit de l'intégration CEMA, parce qu'il ressort des constitutions de l'espace CEMA des termes similaires aux contours imprécis et vagues de nature à susciter le manque de pertinence et de consistance s'agissant de la consécration constitutionnelle de l'engagement communautaire des États d'Afrique noire francophone. Et à l'exception des autres constitutions, on peut constater en lisant la constitution camerounaise qui manifeste une particularité en ce qui concerne l'intégration communautaire, parce que la constitution camerounaise fait preuve de silence en ce qui concerne l'intégration communautaire. Et on pourra soutenir par là que la dimension internationale de la constitution camerounaise ne se situe pas sur la même longueur d'onde que la tendance générale des constitutions d'Afrique noire francophone. Mais cependant, il ressort des dispositions pertinentes de cette constitution du 18 janvier 1996 que le constituant il a élargi quantitativement et il a étendu matériellement le champ des énonciations à incidence internationale en affirmant ainsi explicitement une volonté de prise en compte du droit international dans l'ordre juridique interne. S'agissant de la seconde partie de notre réflexion qui porte sur la relégation du pouvoir constituant à une autorité internationale, nous allons aborder deux volets, à savoir le phénomène de la substitution constitutionnelle et celui de l'assistance constitutionnelle, qui sont les deux mécanismes par lesquels les États, n'est-ce pas, relèvent leur pouvoir constituant à une autorité internationale. Alors, qu'est-ce qu'il en est du mécanisme de la substitution constitutionnelle? Pour ce qui est de la substitution constitutionnelle, il vaut mieux de rappeler que les États d'Afrique noire francophone se sont illustrés particulièrement par une sorte de substitution constitutionnelle exceptionnelle. Parce que la substitution constitutionnelle traduit ici le fait pour une autorité internationale d'intervenir dans le champ de la rédaction ou alors de l'adoption de la constitution d'un État, lorsque nous savons qu'un État doit être souverain sur le plan international, mais ceci se fait par la volonté de l'État en question. Alors, par ce mécanisme
de la substitution constitutionnelle, il y a des cas en l'espèce en Afrique noire francophone. On peut citer le cas de la Côte d'Ivoire, où l'article 35 de sa constitution sur l'éligibilité du président de la République avait été suggéré, la rédaction de cette disposition avait été suggérée ici par une autorité internationale. Et la validation de cette disposition constitutionnelle également a fait l'objet d'une recommandation de la CEDEAO à travers le sommet de Pretoria et d'autres sommets qui se sont tenus dans ce sens. À partir de là, nous comprenons très bien que l'autorité internationale s'immisce dans le processus d'élaboration de constitution d'un État, mais par la volonté de cet État. Alors, par le mécanisme de l'assistance constitutionnelle, on peut ici évoquer les questions ou les sujets relatifs à toujours l'intervention des autorités internationales dans l'élaboration et l'adoption des constitutions, dans la mesure où, lorsque un État se trouve en situation de crise et que cet État ne dispose plus des possibilités d'exprimer ses valeurs constitutionnelles, ou alors c'est une disposition constitutionnelle qui est à l'origine de la crise que connaît cet État, les autorités internationales interviennent toujours par la volonté de l'État en question pour les assister dans le cadre de l'élaboration de cette constitution. Et par le passé, il y en a toujours eu ce phénomène d'assistance constitutionnelle, c'est ce qu'on a appelé en droit constitutionnel les pèlerins constitutionnels, d'où c'était des Occidentaux qui intervenaient dans le cadre de l'élaboration et dans la rédaction de nos constitutionnels, de nos constitutions. Et pour le cas d'espèce, ici on peut relever comme exemple le cas du célèbre professeur Joël Aivo, qui avait été sollicité par la CEDEAO pour participer à l'élaboration de certaines constitutions dans le cadre des États d'Afrique noire francophone. En conclusion, nous dirons ceci. L'internationalisation du droit constitutionnel des États en Afrique noire francophone est intervenue par la voie de deux phénomènes. D'abord, par la pénétration des normes juridiques internationales dans les constitutions nationales des États, et également par la relégation du pouvoir constituant à des autorités internationales. Mais ceci par la volonté des États. Parce que le fait de céder sa souveraineté pour exercer le commerce juridique international fait partie également de l'expression de la souveraineté de l'État, même si d'aucuns le considèrent comme étant une limitation de la souveraineté de l'État. En dépit de toutes ces interventions, nonobstant les implications des autorités internationales dans l'exercice du pouvoir constituant des États, nous soutenons que la souveraineté de l'État demeure. Seule la volonté de l'État en droit international. Oui, je vous remercie. Merci pour votre attention. Tout d'abord, la Providence qui a permis que je sois ici avec vous, en vie et en santé, afin d'échanger, afin de dialoguer avec vous sur le droit. Je remercie le professeur Ngambo, notre maître à tous ici, qui m'a accompagné depuis l'université de Maroua, où j'étais doctorant et où j'ai soutenu ma thèse en 2022. C'est un immense plaisir pour ma modeste personne de me tenir à ses côtés ici aujourd'hui et non plus en face comme étudiant. Merci, professeur, pour vos précieux conseils. Il m'est demandé de vous entretenir sur le dialogue fiscal. Mesdames, Messieurs, il faut comprendre que lorsqu'on parle de l'argent, immédiatement les tensions naissent. C'est pour ça qu'on a coutume de dire que l'argent est le nerf de la guerre.
Et si l'on sait que le nerf est un organe ultra sensible, il faudrait justement un médicament pour temporiser ou alors pour calmer cette sensibilité. Et ce médicament, c'est le dialogue. Pourquoi le dialogue? Parce que en matière financière, il faut savoir que la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dit en son préambule que chacun doit participer en proportion de ses capacités aux charges publiques. Chacun doit participer en proportion de ses capacités aux charges publiques. Cette disposition donne donc le ton, et ce ton est autoritaire. Chacun doit. Si chacun doit participer, il va de soi que l'impôt, dans sa nature, est une obligation. D'ailleurs, son appellation même en dit long, impôt. Ça devient donc un paradoxe de poser à côté de l'impôt, de ce qui est obligatoire, un dialogue. Si l'on parle donc de dialogue, il est important de le catégoriser ou alors de le situer dans une catégorie. Est-ce qu'il s'agit d'une solution? Est-ce qu'il s'agit d'une situation? Ou alors il s'agit d'une obligation? En ce qui nous concerne, nous avançons à dire que le dialogue est à la fois une solution et une obligation. Une obligation posée par la nouvelle nomenclature financière instaurée depuis 2018. Pour comprendre cela, il est important de repréciser l'échelonnement des différentes générations des finances publiques au Cameroun. Tout part de l'ordonnance de 1962 portant régime financier de la République fédérale du Cameroun, modifiée par la loi de 2002/01 du 19 avril 2002 portant régime financier de la République fédérale du Cameroun. Cette loi met en avant le budget des moyens. Il fallait absolument doter l'administration publique des moyens lui permettant de réaliser les services d'intérêt général, sans se soucier de ce qu'il y avait en face ou alors des opinions des contribuables. La loi de 2007, base 06, portant régime financier de l'État, qui génère la deuxième génération des finances publiques, est issue du vent ou alors du vent d'ajustement structurel ou du grand choc financier qui avait cours à cette période-là, qui a obligé les États d'ajuster la structure de la finance publique en instaurant un objectif, les résultats à atteindre. Là, on a commencé à parler du budget programme. Ce budget programme demandait à ce que les administrations publiques maturent leurs idées, les organisent sous forme de projets ou de programmes et qu'ils allouent à ces programmes-là des financements précis, identifiés et spécifiques afin que les moyens ne soient plus dilapidés et détournés. Ces bonnes pratiques ont été confirmées ou alors ont été exigées encore par les directives SEMAC de 2011 qui ont amené le législateur camerounais en 2018 à adopter deux lois phares. La loi numéro 2018/011 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun et la loi numéro 2018/012 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques. Ces lois viennent compléter l'objectif de résultat posé par la loi de 2007, à savoir la programmation budgétaire, mais aussi elles intègrent la considération du citoyen dans la gestion des finances publiques. Par ces motifs, nous nous sommes amenés à nous interroger dans le cadre de ce panel qui porte sur la figure normative du dialogue.
nous nous sommes interrogés sur la question de savoir quelles sont les figures du dialogue fiscal au Cameroun. Les figures normatives. Au regard des sources que nous venons d'évoquer, nous constatons que le dialogue a essentiellement deux figures. Un dialogue symétrique ou alors une figure symétrique et un dialogue asymétrique ou alors une figure asymétrique. En géométrie, nous savons que la symétrie, c'est l'alignement parfait, la concordance, la cohérence, l'entente. C'est l'idée même du dialogue qui veut que l'on s'accorde, l'on s'asseye et qu'on discute pour trouver une solution à un problème donné. Pourquoi une solution? Parce que nous remarquons que l'administration a une seule obsession, c'est de faire des recettes. Ces recettes qui financent le budget afin de réaliser ses objectifs d'intérêt général. Tandis que le citoyen, quant à lui qui est appelé par la loi, par le Code général des impôts comme étant le redevable, lui a toujours en tête de se soustraire à l'impôt. Comment concilier ces positions? La loi instaure donc un environnement qui vise d'abord la conciliation du fisc et du redevable, ensuite dans la conciliation du fisc et du redevable dans la formation de l'impôt, avant d'aboutir aussi quelque part et éventuellement à la réconciliation du fisc et du redevable dans la conformation à l'impôt. S'agissant de la conciliation du fisc et du redevable dans la formation de l'impôt, le dialogue ici est opéré à deux niveaux. Au niveau stratégique, c'est-à-dire lors de l'établissement même de l'impôt, nous constatons déjà avec ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire que le projet de loi de finances, parce qu'il faut souligner que les impôts ou alors la fiscalité est contenue dans la loi des finances. Il faut souligner que le projet de loi de finances est distribué aux acteurs de la société, c'est-à-dire aux grandes entreprises, aux organisations citoyennes, afin de leur permettre de prendre connaissance de ce qui est prévu à leur endroit comme obligation. Il faut donc comprendre que ce sur quoi on débat, ce n'est pas l'impôt en lui-même, mais c'est plutôt de comment générer l'impôt et de comment le recouvrer. Parce que selon le Code général des impôts, l'impôt, d'ailleurs même dans sa nature, est un prélèvement obligatoire, sans contrepartie. Et si on dit qu'il n'y a pas de contrepartie, ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas d'échange. On établit ce qu'on appelle l'assiette de l'impôt. Sur quelle base? Pour établir l'assiette de l'impôt, il faut une base imposable qui est issue d'une matière imposable. La matière imposable, c'est la richesse qui génère ou alors qui inspire le calcul, c'est-à-dire la base sur laquelle on vous taxe et on vous classe. Si déjà à la base, on ne s'entend pas, déjà que c'est un prélèvement obligatoire qui vous oblige à déclarer, c'est la première étape dans le Code général, dans le livre des procédures fiscales, on parle d'obligation de déclaration. On oblige donc le contribuable, l'impôt devenant une dette pour lui qu'il doit payer afin de financer les charges publiques. Le redevable est obligé de déclarer ses revenus ou alors son activité afin qu'il soit classé dans une des catégories imposables pour qu'il paye l'impôt suivant un échelonnement précisé dans le livre de procédure fiscale. Ça, c'est au niveau stratégique et là, on fait appel à ce qu'on appelle quelque part le consentement à l'impôt. Le niveau stratégique ici, c'est au niveau du Parlement. Le niveau stratégique ici, c'est au niveau institutionnel. Maintenant, comment mettre ça en œuvre? Ça, c'est le niveau opérationnel. Le niveau opérationnel qui
interpelle la gouvernance financière avec l'apparition des CGA, qui sont des entités agréées par le ministère des Finances, des entités privées, il faut le relever, qui sont agréées par le ministère des Finances afin d'aider l'administration publique à établir la carte fiscale. On devient citoyen fiscal lorsqu'on est immatriculé, et pour s'immatriculer, il faut se rapprocher de l'administration fiscale, déclarer ses revenus, déclarer son activité, et lorsqu'on appartient à l'un de ces organismes, l'administration fiscale vous fait une remise de 50% de l'impôt à payer parce que vous appartenez à un groupe identifié et identifiable qui permet à ce qu'on vous contacte à tout moment. Le dialogue à ce niveau intervient dans la mesure où vous pouvez échanger avec le fisc de manière ponctuelle à travers les sites internet qui sont mis à la disposition du citoyen. S'agissant de la réconciliation maintenant, après la formation de l'impôt, après l'établissement de l'assiette, après la définition de la base imposable, le citoyen quand même reste réticent à aller verser son argent. Nous avons dit que c'est le nerf de la guerre. Lui, il a déclaré son activité. Parfois même, il ne déclare pas tout. Parfois, il ne déclare pas bien. En ce moment, l'administration vous relance à travers des lettres de relance. L'administration vous relance afin que vous vous conformiez. Et nous avons vu que depuis 2023, l'administration a instauré ce qu'on appelle le dialogue de conformité fiscale. L'administration vous interpelle à corriger votre déclaration, à corriger ou alors à vous donne la possibilité de contester le bien fondé de l'impôt. En droit fiscal, on appelle ça l'opposition à contrainte. L'administration vous donne cette possibilité. L'administration, une fois qu'elle vous donne cette possibilité, vous octroie aussi la possibilité d'être assisté pour justifier votre opposition au bien fondé de l'impôt. La réconciliation intervient donc au niveau de l'administration, qui est où se déclenche ou alors où débute le contentieux fiscal. Il faut respecter ici tous les niveaux de l'administration fiscale que le citoyen doit parcourir avant d'arriver chez le juge. Parce qu'une fois que nous sommes arrivés chez le juge, ça veut dire que le dialogue a échoué. Il n'y a pas eu entente, parce que l'objectif principal du dialogue, c'est l'entente. Une fois que toute la hiérarchie financière et fiscale a été respectée, il peut donc pas procéder au paiement de l'impôt parce que, quel que soit ce qui va se passer, l'administration attend que la recette soit versée. Ça, c'est son problème principal. Il faut aussi avoir, lorsque l'administration estime qu'elle ne peut pas vous violenter, ou alors lorsqu'elle estime que l'activité ou le domaine d'activité est assez segmenté et assez complexe, l'administration va passer ou va procéder à l'instauration d'un partenariat fiscal intégré à travers le dialogue, les protocoles d'accord. Ces protocoles d'accord permettent aux acteurs de revenir sur la table de négociation avec le fisc et de se conformer à l'impôt. Le dialogue en seconde articulation est asymétrique. Asymétrique, pourquoi? Parce qu'il se situe beaucoup plus sur le plan stato-centre, c'est-à-dire au niveau de l'État, à travers notamment la diplomatie fiscale, où se manifestent davantage les conventions fiscales et l'actualité en dit long avec la guerre commerciale que les États-Unis ont lancée contre tout le monde. Les conventions fiscales visent davantage à empêcher la double imposition, c'est-à-dire que vous pouvez être citoyen, s'il y a une convention fiscale entre la France et le Cameroun, vous pouvez être citoyen camerounais ou français, payer vos impôts au Cameroun, et même si vous exercez les mêmes activités en France, vous ne payez plus l'impôt là-bas parce qu'il existe
une convention passée entre le Cameroun et la France pour éviter cette double imposition. Elle vise aussi à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. L'autre moyen visant l'asymétrie ou alors ayant l'asymétrie du dialogue, c'est la dématérialisation. La dématérialisation des procédures à travers la mise sur pied d'une plateforme d'écoute permanente du citoyen suivant les dispositions de l'article L42 du Code général des impôts. Mesdames, Messieurs, voilà en quelque sorte et en quelques mots ce à quoi renvoient les figures du dialogue fiscal au Cameroun. Je vous remercie. Sur la démocratie participative, cette variante du système représentatif qui admet une sorte de dialogue entre représentants et représentés. C'est fort étonnant quand on sait que, par principe, la représentation se refuse à tout type de dialogue. Celui-ci peut être perçu, disons, comme une anomalie qui touche la représentation classique. Déjà, après la Révolution française en 1789, Sieyès, s'adressant à l'Assemblée constituante française, disait « Les citoyens se nomment des représentants. Ils renoncent à se faire, à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient leur volonté, la France ne serait plus un État représentatif, ce serait un État démocratique. » Montesquieu va appuyer cette idée en écrivant « Le grand avantage des représentants est qu'ils sont capables de discuter des affaires. Le peuple n'y est point du tout fort. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants. » Même Rousseau, grand théoricien défenseur de la souveraineté populaire, finit par concéder de lui-même, le peuple veut toujours le bien. De lui-même, il ne le voit pas toujours. Voilà d'où naît la nécessité d'un législateur. On le comprend, le système représentatif repose sur un objet spécifique, la délégation de souveraineté. La souveraineté appartenant au peuple ne peut être exercée que par ses représentants. Le peuple ne peut réapparaître sur la scène publique que pour renouveler l'exercice du vote. On le comprend donc. La démocratie représentative n'a pas besoin du citoyen. Il l'ignore. L'électeur lui suffit. De là, on peut tirer deux grandes conséquences de la représentation. D'abord, la compétence électorale exclusive des citoyens. Ensuite, la théorie du mandat. Par la compétence exclusive, la compétence électorale exclusive des citoyens, on admet que les citoyens ne puissent parler sur la scène politique que pour choisir ses représentants. Par la théorie du mandat, on admet que le citoyen délègue sa compétence dans son entièreté pour la déléguer à un représentant qui va agir, penser, agir pour lui. Mais depuis la fin du XXe siècle, on voit sur la scène politique l'émergence des modalités par lesquelles les citoyens parviennent à faire entendre leur voix. D'où notre question, comment le dialogue s'introduit-il dans le système représentatif? Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser au moment du dialogue. Ainsi, principalement, nous mettons de l'emphase sur deux moments, le moment de l'initiative législative et celui de la délibération. L'initiative est la phase par laquelle on enclenche la procédure d'adoption ou d'élaboration d'un texte. Aujourd'hui, plusieurs techniques constituent ce qu'on appelle les initiatives populaires. On peut distinguer entre les initiatives politiques et les initiatives citoyennes. Les initiatives politiques, parfois appelées motions populaires, droit de soumission ou initiatives législatives populaires, sont des initiatives par lesquelles les citoyens peuvent inscrire une question
à l'ordre du jour d'une assemblée délibérante. En tant qu'instrument de démocratie directe, ces initiatives présentent une caractéristique particulière. Il s'agit du seul mécanisme par lequel les représentés peuvent introduire une question à l'ordre du jour d'une assemblée sans nécessairement déboucher sur un scrutin référendaire. Les initiatives politiques sont soumises à certaines réglementations portant par exemple sur le type de questions susceptibles d'être posées ou encore le nombre de signatures exigées pour que la proposition puisse être acceptée. En dehors de cette modalité, d'autres peuvent se joindre à la procédure des initiatives politiques. Il s'agit de leur domaine. Il s'agit là de savoir si l'initiative peut porter sur une question législative ou constitutionnelle, les délais dans lesquels l'initiative peut être introduite et la manière dont les assemblées législatives peuvent traiter cette proposition. À côté des initiatives politiques qui se limitent à décider d'un objet à inscrire dans l'ordre du jour d'une assemblée, on peut relever la présence des initiatives populaires. Les initiatives populaires sont décrites comme un droit que détient un groupe d'électeurs réunissant certains critères fixés d'avance à lancer le processus de révision d'une loi, d'introduction d'une nouvelle loi ou de provoquer le rappel d'une autorité élue. Toutefois ici, notons que l'Assemblée législative conserve le plein pouvoir discrétionnaire et il s'agit là d'une différence essentielle avec le mécanisme d'initiative politique. Dans le cas des initiatives politiques, le partage des pouvoirs caractéristique de tout instrument de démocratie directe est limité à l'établissement de l'ordre du jour. Par contre, par les initiatives citoyennes, il peut s'agir de se prononcer sur l'adoption d'un texte, la modification d'un texte, ou alors, dans certains cas, de se prononcer sur la démission d'un élu. Contrairement aux initiatives politiques, les initiatives populaires conduisent nécessairement à l'organisation d'un référendum au terme duquel les électeurs décideront de l'adoption ou non de la décision initiée. Ainsi, les initiatives populaires peuvent être distinguées en fonction du type de référendum auquel ils peuvent conduire. Elles peuvent alors aboutir sur un référendum d'initiative populaire propositionnel par lequel les citoyens exercent l'initiative des lois. Il peut s'agir d'un référendum d'initiative populaire adoptatif qui a pour objet de soumettre un texte à l'adoption populaire. Il peut s'agir d'un référendum d'initiative populaire abrogatif qui permet aux citoyens de demander un référendum pour annuler une loi. Il peut s'agir d'un référendum d'initiative populaire révocatoire par lequel les citoyens peuvent retirer son mandat à un agent public et le remplacer avant le terme de celui-ci. Le second moment du dialogue, mesdames et messieurs, est le moment de la délibération. La délibération est la discussion qui précède la décision. Dans la représentation classique, cette discussion est le propre des représentants. Aucun mécanisme ne prévoit une modalité pour les représentants d'exprimer leurs opinions. Aujourd'hui, à côté de ce qu'on peut appeler la délibération parlementaire, émerge ce que la doctrine appelle la délibération citoyenne. Il s'agit des procédés par lesquels les citoyens sont impliqués dans la discussion politique. Ces mécanismes ont pour principal défi de trouver des moyens de réunir les citoyens et de les faire délibérer sur des problèmes publics. Inspiré de John Rawls et Jürgen Habermas, son postulat principal est que une décision politique est réellement légitime lorsqu'elle procède de la délibération publique de citoyens égaux. Historiquement, les origines de ces procédés remontent à la fin du XXe siècle aux États-Unis. Un programme basé sur un concept de démocratie délibérative qui a été mis en place au début des années 1980, les forums d'intérêt national. Ce forum offre aux citoyens l'occasion de se rassembler et de délibérer, de faire entendre leur voix avec les autres pour trouver des solutions aux questions difficiles et de travailler à créer une opinion commune. De nos jours, certains mécanismes participants de la démocratie délibérative existent. Ils permettent de distinguer entre les assemblées délibératives citoyennes ponctuelles et les assemblées délibératives citoyennes
permanente. Pour ce qui concerne les assemblées délibératives citoyennes ponctuelles, elles sont celles constituées pour discuter d'un sujet précis et sont dissoutes dès la formulation des recommandations. Nous prendrons pour exemple la Convention citoyenne française pour le climat, constituée le 4 octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental sur demande du Premier ministre, Édouard Philippe. Elle regroupe 150 citoyens tirés au sort parmi la population française. Elle a eu pour mission de définir des mesures structurantes afin de parvenir d'ici 2030 à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au terme de ses travaux, elle a adressé publiquement au gouvernement français un rapport faisant état de ces discussions, ainsi que l'ensemble des mesures législatives et réglementaires qu'elle aura jugé nécessaires pour atteindre l'objectif de réduction de gaz à effet de serre. Depuis la fin de ses travaux en 2020, la publication d'un rapport formulant 146 propositions, le gouvernement français avance que 75 des mesures proposées sont mises en œuvre et 71 en cours de mise en œuvre. La seconde modalité de délibération citoyenne est constituée par les assemblées délibératives citoyennes permanentes. De telles assemblées sont créées sur le fondement de textes de loi et peuvent être composées uniquement de citoyens ou alors comprendre à la fois des citoyens et des parlementaires. En Belgique, le Parlement peut, lorsqu'il le juge utile, constituer une commission délibérative composée de députés invitant des citoyens tirés au sort. Ces commissions sont composées d'un quart de parlementaires et de 3 quarts de citoyens tirés au sort, soit un total de 15 parlementaires contre 45 citoyens. Mais l'exemple le plus marquant de convention d'assemblée délibérative citoyenne permanente nous est donné par l'exemple irlandais. L'Irlande offre en effet une diversité de mécanismes de délibération citoyenne depuis la convention de 2012-2014. C'est une assemblée mixte composée de 33 politiciens et 66 citoyens tirés au sort. Elle naît d'un compromis entre deux partis arrivés au pouvoir après les élections de 2011, marqué par un contexte de crise financière et économique sans précédent. La Convention conduit au référendum du 22 mai 2015 pour se prononcer sur des sujets comme le mariage homosexuel ou l'interdiction du blasphème. En Irlande, depuis 2016, les assemblées citoyennes se composent uniquement de citoyens. Celle de 2016-2018 comptait 99 citoyens. Elle a abordé 5 questions au cours de 11 week-ends, notamment sur le droit à l'avortement, le vieillissement de la population, le changement climatique, la durée des mandats parlementaires, etc. La particularité de l'expérience irlandaise est que 6 propositions élaborées par les assemblées citoyennes ont été soumises à un référendum national et que 3 d'entre elles ont été acceptées par la population. Elle configure la démocratie délibérative comme un procédé dans lequel une assemblée élabore des propositions et les soumet directement à la population. Le référendum est dans ce cas un lien entre un mini-public et un maxi public. En somme, mesdames et messieurs, l'introduction du dialogue entre représentants et représentés est sans contexte une anomalie qui touche la démocratie représentative classique. Cependant, pour autant qu'il permet une responsabilisation et une amélioration de la légitimité des représentants, ce dialogue permet de repenser la relation entre représentés et représentants, d'une représentation fusion postulant une homogénéité, une agrégation entre les volontés des représentants et celles des représentés. Il conduit à une représentation écart qui souligne l'irréfragable distance qui existe entre les deux. La démocratie représentative ne peut plus se cantonner à une participation séquencée des citoyens à travers l'exercice de leur droit de vote. Elle nécessite l'introduction d'un dialogue permanent entre gouvernants et gouvernés. C'est l'idée de ce que Dominique Rousseau appelait la démocratie continue, dans laquelle des mécanismes de participation citoyenne directe aident à maintenir le lien entre représentés et représentants. Le représentant n'est plus le miroir du représenté. Il n'est plus ce canal par lequel communique et le représenté fait entendre sa voix.
Au final, mesdames et messieurs, lorsque représentés et représentants dialoguent, nous pouvons dire que la représentation évolue. Je vous remercie. Alors, notre communication porte sur le dialogue économique en droit international. L'essence du droit international parle de l'économie. Parce que, selon le professeur Pierre, le commerce international est un pur fait, mais un fait qui a donné naissance au droit international tout entier. Et cela est clair parce que, au commencement, c'était la parole. Et la parole fait corps avec les hommes. Et lorsqu'il y a des hommes, il y a dialogue. Et donc, avant même l'existence d'un corpus normatif qui régissait les relations internationales, les hommes voyageaient de part et d'autre pour commercer. Et c'est donc dans ce commerce que va naître plus tard le droit international public qui régit les relations entre les sujets du droit international. Alors ce droit se présente comme un arbre, un grand arbre composé de plusieurs branches, et parmi, n'est-ce pas, ces branches, il y a bel et bien le droit international économique. Mais avant de définir ce droit, il est important de dire que le droit international public est un droit dialogique. C'est-à-dire que le droit international ne peut pas se concevoir en dehors du dialogue. Parce que nous sommes dans un ordre de volonté, avec la théorie volontariste ou encore objectiviste. Bien. Le droit international économique est l'ensemble des règles qui régissent l'organisation des relations internationales économiques, c'est-à-dire, pour l'essentiel, des relations macroéconomiques par opposition aux relations microéconomiques. Donc, c'est un droit qui fait la synthèse entre le droit et l'économie. Et c'est là où les problèmes vont commencer. Parce que la synthèse entre le droit et l'économie n'est pas chose facile. Puisque les États eux-mêmes vont avoir du mal à composer avec ce droit. C'est d'ailleurs pour cela que le professeur Prosper Vert dira que le droit international économique est un droit original. S'interroge sur l'originalité de ce droit. Originalité questionnée pourquoi? Parce que c'est un droit qui vient remettre en cause certains principes consolidés de l'ordre juridique international, parmi lesquels l'égalité souveraine des États et même l'émergence, l'incontournable place occupée par les sociétés multinationales. Alors, en plus, le droit international public lui-même s'apparente contradictoire au droit international économique. Le droit international public est un droit de protection, alors que le droit international économique est un droit d'expansion. À partir de ce moment, les États doivent veiller, doivent se méfier de ce droit qui vise de supplanter leur territoire et même leur souveraineté. D'où donc la notion de mondialisation. La mondialisation, le droit international économique et les États. Et pour le professeur Saïd Hamdouni, il disait justement que aussi bien les États que le droit international, ces deux éléments sont sous la férule, sont victimes de la mondialisation. Le dialogue, nous l'avons défini ce matin, c'est un échange, un entretien entre deux ou plusieurs personnes. Mais dans le langage politique qui se rapproche davantage du droit international, le dialogue est une discussion ouverte entre deux ou plusieurs groupes en vue d'établir un accord ou un compromis. Si ce matin, dans le premier panel, nous nous sommes accordés à dire que le dialogue ne vise pas nécessairement la négociation, mais en droit international, les États s'associent parce qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut dialoguer, il faut discuter. Et cette discussion donne généralement naissance à deux choses, soit à un accord, ou soit à un compromis qui peut se manifester sous la forme d'un droit mou. Bien. Alors, l'actualité de ce sujet est donc atemporelle parce que dialoguer est le propre en économie. Même s'il est vrai que parler du dialogue économique relève de la gageure. L'observation des relations internationales économiques montre une tension manifeste entre les États qui tiennent à leur souveraineté et la mondialisation qui veut, n'est-ce pas, entraîner une détériorisation. Alors, surtout, la guerre commerciale que nous avons constatée ces derniers mois et aussi la multiplication des organisations d'intégration économique témoignent bien de
l'existence du dialogue en matière économique. Il en est de même des rencontres multilatérales qui se tiennent ici et là. Alors ce sujet est donc d'un intérêt permanent également. Si l'actualité est atemporelle, l'intérêt est également permanent. Parce que ce dialogue met en présence des influences réciproques, des États aux attentes opposées. Il y a des États qui veulent justement l'expansion, l'ouverture des marchés, des États qui sont forts économiquement. D'un autre côté, nous avons des États qui sont faibles et qui plaident, n'est-ce pas, pour l'équité, la justice, la solidarité dans les relations économiques. Et en plus, maintenant, il y a des acteurs informels qui veulent ravir la vedette aux acteurs classiques que sont les groupes informels. C'est-à-dire les groupes informels, les multinationales, qui viennent donc maintenant s'ajouter, n'est-ce pas, dans ce droit en tant que véritables acteurs. Toute chose qui remet en cause, n'est-ce pas, la théorie des sujets du droit en droit international public. Donc, la question à laquelle nous voulons répondre dans cette réflexion est de savoir, face à la disparité des partis et des intérêts en présence, comment se créent les règles économiques issues du dialogue international. Dans une démarche systémique, nous allons partir de l'hypothèse selon laquelle la diversité des acteurs en négociation influence grandement la production des règles économiques au régime fort varié. Cette position sera démontrée à travers la bataille des conceptions des règles économiques d'une part et la naissance des dites règles d'autre part. Dans la première partie de cette démonstration, nous allons donc nous appesantir sur la bataille de la conception des règles économiques. Cette bataille va partir de la négociation. Lorsque nous prenons la Convention de Vienne, qui régit le droit du traité adopté le 23 mai 1969, nous avons 18 occurrences réservées au mot négociation. Ce qui montre justement la place de la négociation dans l'adoption des traités en droit international. La bataille va donc opposer des acteurs aux attentes variées. D'un côté, nous avons les pays du Nord, qui sont les pays développés, qui détiennent la richesse, qui sont des puissances économiques et qui défendent le libéralisme, l'ouverture des marchés, la circulation des biens et des capitaux. Et d'un autre côté, nous avons les pays du Sud, qui sont pauvres et qui veulent plutôt le respect, n'est-ce pas, d'un certain nombre de valeurs qui sont le produit de l'ordre public international. Lesquelles valeurs sont généralement le le droit au développement, l'égalité, l'équité, la justice dans les relations économiques. Et maintenant, donc, à côté de ces acteurs que je peux qualifier d'acteurs officiels, il y a donc des acteurs officieux, entre guillemets, qui sont des groupes, donc je commence par les sociétés multinationales, qui sont des acteurs de fait qui s'imposent parce que c'est eux qui détiennent la richesse, l'économie mondiale. Et ces acteurs, parfois, arrivent à composer, même sans l'autorisation, sans l'autorisation des États au sein desquels, n'est-ce pas, ils opèrent. Et à côté d'eux, nous avons donc des groupes informels, parmi lesquels les grands G, c'est-à-dire les grands groupes G7, G20, G8, G77, qui sont juste des États qui partagent une certaine affinité, qui s'asseyent pour discuter sur un secteur bien défini. Alors donc, si nous mélangeons donc tous ces acteurs aux attentes opposées, on se rend donc à l'évidence que le dialogue qui va conduire à la naissance des règles, ou bien d'une règle économique, est un dialogue compliqué, est un dialogue complexe, dans ce sens qu'il y a un certain domaine où le dialogue n'est pas permis. Alors, à côté donc de ce foisonnement des conceptions, nous avons également des concurrents parallèles, mais à côté de ces concurrents parallèles, et là, nous allons insister à un phénomène qui est observé dans les relations économiques internationales. Nous avons la multiplication des rencontres de haut niveau, des dialogues de haut niveau. Et ce qui est curieux, c'est que ces dialogues sont aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Et on peut en citer quelques-uns. Nous avons le dialogue économique de haut niveau entre la Chine et le Japon, le dialogue économique de haut niveau entre la France et la Chine, le dialogue de haut niveau entre la Chine et le Royaume-Uni,
le dialogue de haut niveau entre la Suisse et l'Italie. Et maintenant, en ce qui concerne les dialogues économiques multilatéraux, nous avons le dialogue de haut niveau du COMESA. Nous avons le dialogue de haut niveau, n'est-ce pas, de l'Union européenne et des pays ACP. Alors, la question que cette multiplication des rencontres pose en droit international est de savoir si ces rencontres sont complémentaires aux rencontres officielles, c'est-à-dire les sommets des organisations internationales, ou ces rencontres rivalisent ces rencontres internationales. Parce que parfois, c'est une décision qui est prise lors d'une rencontre informelle, impacte les sessions ordinaires. À partir de ce moment, la question se mérite d'être posée. Alors, il y a également ce que nous pouvons retenir à ce niveau, c'est que ce mélange va donc nécessairement impacter la qualité, l'enfantement de la règle économique. Et là, nous sommes déjà dans la seconde partie de cette présentation qui va nous amener à dire que l'enfantement peut donner naissance aux traités, lesquels traités peuvent être multilatéraux, les traités créant les zones de libre-échange continentales, les traités créant les organisations d'intégration économique. Et ces traités peuvent également être des traités bilatéraux, surtout en matière d'investissement, avec des traités bilatéraux d'investissement. Ces traités vont donc utiliser comme vecteur, comme mot de juridique d'expression, soit l'uniformisation ou l'harmonisation. Mais pas seulement. À côté du traité, nous avons également le droit mou. Nous avons pour coutume d'enseigner à nos étudiants que le droit mou est non obligatoire. Mais en matière économique, le droit mou occupe une place centrale au point où son obligatorité est acceptée sous certaines conditions. Bien. Alors, de l'économie internationale, l'ordre juridique est en train de passer vers une économie multinationale. Multinationale parce que les sociétés multinationales s'imposent comme des acteurs incontournables. À ce niveau-là, nous avons donc la création des règles qui vont répondre à cette catégorie d'acteurs. D'un côté, nous avons les contrats d'État signés entre un État et un opérateur économique étranger et qui répond à un régime juridique international bien défini qui n'a rien à voir avec le contrat en droit administratif et le droit transnational qui est un droit qui est créé par les multinationales sans l'intervention des États. En conclusion, nous allons nous poser la question de savoir, le dialogue économique est-il un dialogue des sourds ou un dialogue heuristique? Ce que l'on peut dire, c'est que ce dialogue donne naissance au droit dur, au droit mou et un droit mixte. La figure normative du dialogue économique est donc dynamique et plurielle. Alors, dans un ouvrage intitulé Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, les deux précurseurs des sciences sociales s'étant rencontrés aux enfers se sont mis à dialoguer. Déjà, ils étaient surpris de se rencontrer dans cet endroit-là et ils ont commencé à se raconter des histoires de leur vie, ce qu'ils ont fait de leur vivant. Aujourd'hui, quant à moi, je suis heureux de vous rencontrer dans cette salle pour vous parler des choses des vivantes. Je vous remercie.